Bonjour à tous. Je suis très content d'introduire cette session sur l'étude et suivi de la biodiversité. Donc courage, c'est la dernière. J'ai essayé de trouver un titre assez accrocheur, original et punchy. Et donc je me suis beaucoup creusé la cervelle et puis j'ai fini par trouver pourquoi, comment. J'espère que vous appréciez l'intensité de la réflexion. Alors je vais être un petit peu différente de mes précédents des précédents présidents de séance parce que j'ai pas voulu faire une bibliographie longue et complète de ce qu'est la biodiversité en forêt parce que ça aurait été très très long et fastidieux pour moi et pour vous à l'écouter. Je vais plutôt essayer de rappeler un certain nombre de principes ou d'idées ou de connaissances pour susciter la réflexion et peut-être le débat en fin de session. Alors, pour commencer, la biodiversité en forêt, chacun sait qu'elle est considérable, que les forêts ont un rôle majeur dans la conservation des espèces sur Terre. On considère que les écosystèmes forestiers, ce sont les écosystèmes qui contiennent le plus de biodiversité terrestre sur Terre. Et donc on a, nous, en tant qu'écologues forestiers et gestionnaires forestiers, une responsabilité majeure dans la conservation de ce patrimoine naturel. Juste pour illustrer ce propos, vous voyez sur ces cartes qu'il y a une assez bonne coïncidence entre la position de ce qu'on appelle les points chauds de biodiversité, c'est-à-dire là où il y a beaucoup d'espèces où elles sont endémiques, avec la position des grandes forêts dans le monde. Bon, bien sûr, c'est les forêts tropicales humides qui ont un rôle majeur dans ce cadre-là, mais les forêts méditerranéennes également. L'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature, montre aussi avec ces données que, notamment sur les vertébrés, il y a beaucoup plus d'espèces en forêt que dans les milieux herbacés ou les déserts. Alors, on sait assez bien qu'est-ce qui explique qu'il y a plus de biodiversité dans les forêts. Il y a en gros 4 grands déterminants. Il y a le fait qu'elles sont étendues sur des grandes surfaces et peu fragmentées, donc permettant une continuité de l'occupation des habitats par les espèces. On sait aussi qu'elles sont structurées par des espèces longévives et donc il y a une permanence de l'habitat et de la ressource qui permet le maintien de nombreuses espèces. Donc là encore, la vieillesse, mais aussi l'ancienneté du couvert forestier, c'est quelque chose d'important pour la biodiversité. Bon, troisième grand déterminant, vous le savez tous bien, c'est la complexité en termes de composition et de structure qui permet une augmentation des niches écologiques que peuvent occuper ces espèces. Avec une stratification qui va de la canopée jusqu'à aussi une grande complexité d'un matériau qui est le bois mort et qui est vraiment très important dans l'explication de la biodiversité forestière. Et puis, dernier point, c'est un écosystème qui est géré de façon beaucoup moins intensive que les écosystèmes prairiaux et surtout agricoles. Et donc, la réduction des perturbations fait que ces espèces se maintiennent de façon aussi plus favorable. Alors, au-delà de ces grands principes qui permettent de distinguer forêt des autres milieux naturels ou anthropisés, il est clair que ces principes ne sont pas toujours applicables quand on compare les forêts entre elles. Et donc là, il y a toute une recherche importante à mener pour essayer de mieux comprendre les déterminants de la biodiversité des forêts françaises, et notamment celles que vous pouvez suivre dans le réseau Renécofor. Alors, cet enjeu de biodiversité, il est d'autant plus important que non seulement il est marquant et il est considérable pour les forêts, mais qu'on constate que ce patrimoine s'érode. Il y a une réduction de la quantité d'espèces sur Terre. Anne l'a bien rappelé tout à l'heure, dans les grands enjeux sur les équilibres des écosystèmes, il y a le changement climatique, il y a les dépôts, mais il y a aussi cette érosion de la biodiversité qui fait que certains collègues ont parlé d'une 6e extinction de masse. Mais quand on regarde un petit peu les chiffres et puis les groupes taxonomiques, on se rend compte que d'un côté, on voit effectivement une grande disparition des espèces de vertébrés, c'est le graphique de gauche, mais quand on regarde dans les mêmes journaux, encore un grand journal, avec une grosse étude, on ne voit pas la même érosion, notamment sur les espèces de plantes. Donc on voit que cette érosion dépend peut-être du groupe taxonomique, de la façon dont on l'analyse et aussi de l'échelle à laquelle on l'aperçoit. Ces 2 études, c'est des études internationales à l'échelle du globe, mais est-ce qu'on observe la même érosion à l'échelle locale et notamment dans les forêts françaises tempérées? C'est une question ouverte auquel le réseau Renécofor peut notamment essayer de répondre. Alors là encore, on connaît assez bien les déterminants globaux de l'érosion de la biodiversité.
que ce soit en forêt ou ailleurs, c'est la perte ou la dégradation de l'habitat. Donc pour la forêt, c'est typiquement la déforestation. Le changement climatique avec des changements d'air, des problèmes d'inadéquation avec les conditions locales. L'intensification de la gestion. Donc on a aussi observé une intensification de la gestion forestière en passant des forêts semi-naturelles aux plantations. Et puis il y a le problème un peu plus drastique et plus récement émergent, qui sont les invasions biologiques. Et vous êtes bien conscient que nos forêts ne sont pas à l'abri de ce genre de problème, avec, vous vous souvenez, le dépérissement de l'orme, la maladie de l'orme, mais après il y a eu la calarose du frêne, le cynisme du châtaignier, et j'en passe. Donc ces grands déterminants, encore une fois, quel est leur poids relatif et leur implication locale versus au niveau du globe sur nos forêts tempérées françaises, c'est encore une question qui me semble intéressante à poser. Et je pense que même si la dégradation de l'habitat, c'est pas pertinent pour un écofort, puisque ces placettes-là sont bien gérées et restent en place. Par contre, le changement climatique, il y a des données pour voir si ça peut avoir un impact sur notamment la faune ou la flore. Je pense que Jean-Luc, tu en parleras tout à l'heure. L'intensification de la gestion, il y a aussi des travaux sylvicoles qui s'y mènent, qui peuvent éventuellement être utilisés pour tester cette question. Et puis les invasions biologiques, alors on n'en a pas parlé, mais je pense qu'il doit y avoir un certain nombre de parcelles de René Coffort qui ont eu l'expérience de ce type d'introduction. Alors pourquoi suivre la biodiversité, encore une fois? Bon, bien sûr, c'est pour connaître notre patrimoine et mesurer son évolution, donc c'est ces tendances qui nous renseignent sur le risque et le danger, mais aussi comprendre les mécanismes, parce que ça permet de prédire, voire d'éviter cette perte de la biodiversité. Et enfin, évaluer les effets de la gestion et des politiques publiques. La semaine dernière, on a eu une conférence très intéressante à Paris qui s'interrogeait sur les effets, par exemple, de la transition énergétique, l'augmentation notamment du bois pour l'énergie, sur la biodiversité. Donc ça reste une question vraiment d'actualité et importante. Alors, j'ai fait le pourquoi, le comment. Le comment, très clairement, il y a beaucoup trop d'espèces en forêt pour pouvoir les suivre individuellement et voir comment elles fluctuent dans le temps et dans l'espace. Donc on a besoin d'utiliser des corrélations, et ces corrélations, c'est ce qu'on appelle des indicateurs, donc qui sont soit directs, soit indirects. Donc les indicateurs directs, c'est plutôt des espèces qui servent à prédire l'évolution des autres espèces, ou indirects, ce sont plutôt des caractérisations structurelles ou de composition des forêts qui sont corrélées avec la présence ou l'abondance ou la richesse spécifique. Alors il est clair que les suivis taxonomiques sont un peu compliqués parce que on a du mal à mesurer la présence d'un certain nombre d'espèces, et donc on a tendance à utiliser davantage les indicateurs indirects, notamment le volume ou la diversité du bois mort, qui sert donc comme indicateur de gestion durable des forêts françaises. Et on pourra s'interroger tout à l'heure sur l'intérêt de mesurer ce bois mort aussi sur les parcelles du réseau René Coffort. Et puis après, on distingue assez fréquemment les indicateurs d'état et les indicateurs de changement. Les indicateurs d'état, encore une fois, c'est un peu compliqué d'avoir une donnée absolue, essayer de savoir combien il y a d'espèces de colamboles dans un sol forestier, c'est pas simple. Éventuellement, c'est quand même mieux ou plus facile de voir une progression relative en termes d'abondance. Et c'est ce que font les collègues qui s'intéressent aux oiseaux avec les données du stock et qui montrent notamment une érosion du nombre d'espèces forestières. Alors, la contribution de René Coffort au monitoring de la biodiversité, bon, beaucoup de mes collègues ont déjà évoqué les atouts de ce réseau, notamment le fait que ce sont des placettes permanentes avec des protocoles de mesure standardisés, répétés dans le temps et de façon continue. Donc ça permet une approche synchronique. Donc quand on disait l'évolution, l'érosion de la diversité, on peut voir ces indicateurs, non pas d'état mais d'évolution. Voir éventuellement des tendances à long terme. Donc je pense que là encore, Jean-Luc, tu pourras en parler tout à l'heure au niveau de la flore. Et puis, comme c'est un réseau sur lequel il y a éventuellement des événements exceptionnels type exploitation ou tempête, eh bien on peut voir l'impact de ce genre de perturbations sur l'évolution de la biodiversité. Et puis l'autre chose qui est beaucoup plus originale à mon sens, c'est qu'un grand nombre
mesures, ce que j'appelle des covariables, sont prises sur ce réseau qui permettent de tester des corrélations, voire tester des relations de causalité entre structure, composition ou dynamique et gestion et évolution de la biodiversité. Et puis l'autre chose qui peut être intéressant, c'est de voir le lien entre cette diversité et le fonctionnement des parcelles au niveau de l'écosystème. Alors, pour illustrer et répondre éventuellement à une partie de ces questions-là, on va avoir 3 exposés. Donc, un exposé de Jean-Luc Dupouet sur les suivis de la flore, qui ont été réalisés dès l'origine sur le réseau René-Cofor. Benoît Richard va nous présenter des informations sur les communautés de champignons. Et ensuite, Samuel Vénère présentera un certain nombre de données sur la diversité entomologique. Mais avant de leur passer la parole, j'avais une petite dernière diapo où je voudrais exprimer un certain nombre de perspectives que l'on peut envisager pour les suivis de biodiversité sur le réseau et qui sont des idées qu'on a discutées lors d'un atelier de prospective au niveau de René-Cofor pour voir un peu comment on pouvait se projeter dans l'avenir. Première idée, c'est qu'on le voit ici, les groupes taxonomiques ont été suivis, c'est essentiellement des groupes liés à la flore. En fait, on peut imaginer compléter ça par d'autres groupes dans la mesure en plus où c'est un peu difficile de faire une relation statistique entre la diversité de la flore et un certain nombre d'autres groupes taxonomiques. Il y a peu de congruence en général entre les différents groupes taxonomiques. Donc, par exemple, évoquer la possibilité d'échantillonner le bois mort et les insectes associés, insectes saproxyliques notamment, ou les champignons aussi utilisant le bois mort. Un grand nombre de travaux ont renseigné la valeur indicatrice des micro-dendrohabitats, par exemple les cavités, les branches mortes sur un tronc, et on sait que les chauves-souris s'en servent, donc ça pourrait être intéressant d'aller vers ce type de mesures taxonomiques, sans oublier la faune du sol, où là encore on a aussi beaucoup de choses intéressantes à prendre. Alors pour faire ça, on a besoin de spécialistes, on a besoin d'experts. Un certain nombre de spécialistes et d'experts existent d'ores et déjà à l'ONF via les réseaux naturalistes et ça serait intéressant de voir comment ils peuvent être impliqués dans les suivis de biodiversité sur le réseau. On a évoqué aussi la question des couplages entre les différents réseaux. Il se trouve que l'Agence française pour la biodiversité va mettre en œuvre un programme d'acquisition des données, de stockage de données, et ce serait intéressant de voir comment René-Cofor peut contribuer à ces bases de données sur la biodiversité. Et puis enfin, les travaux scientifiques montrent qu'au-delà de l'approche taxonomique et puis de la description des espèces, c'est intéressant de voir comment elles fonctionnent, comment elles répondent aux éléments constitutifs de leur habitat, mais aussi comment elles jouent sur le fonctionnement des écosystèmes, via notamment des traits de vie d'espèces. Et donc, ça serait intéressant aussi de regarder comment cette approche fonctionnelle peut être davantage mobilisée dans le suivi de la biodiversité sur le réseau René-Cofor. Alors là, j'anticipe peut-être un peu les discussions qu'on aura en fin de session, donc on y reviendra. Dans la mesure où la parole maintenant est aux intervenants, et donc on parlera, je pense, de ces perspectives tout à l'heure. Et je vous remercie de votre attention.